Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Niça. L'OGC Nice, à l'heure qu'il est leader de Ligue 1, on en profite. On enregistre vite le dimanche matin avant la rencontre de nos voisins monégasques pour pouvoir célébrer ce fait. L'OGC Nice, leader de Ligue 1. Invaincu, encore meilleure défense et puis toujours pas mené au score cette saison. On est sur 4 derbys aussi remportés, 2 fois face à Monaco, 2 fois face à Marseille dans cette année civile 2023. Bref, si vous n'êtes pas heureux ce matin, il y a le soleil en plus dehors, tout ça, je ne vois pas ce qu'il vous faut. On va revenir sur cette rencontre d'hier soir face à nos meilleurs ennemis marseillais. Pour m'accompagner, il y a bien sûr Alric. Salut Alric, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Qu'il fait bon de faire des débriefs avec des victoires, ça s'enchaîne, ça se ressemble et ça fait plaisir. Je suis très content d'être avec vous. Il nous fait l'amitié d'être là. Alors je vous rassure, ça avait été convenu avant, puisque après, selon le score, on ne sait jamais s'il y a défection et après aussi. C'est notre co-créateur du podcast Avanti Niça pour les plus anciens, le maître Splinter de l'émission. C'est Brice. Salut Brice, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, merci. Toujours un plaisir d'être avec vous à Avanti Niça. Ça fait toujours plaisir. Tu es là en ta qualité d'ancien de l'émission, de nombreux numéros à ton actif. En tant que patron, c'est toi qui payes aussi, après tout, les frais courants. Et puis en tant que, on va dire... habitant d'Outrevar, donc voilà, donc tu pourras parler aussi d'un œil un peu plus aiguisé de notre adversaire vaincu d'hier, du coup, et puis de cette rencontre que tu as suivie avec, on sait, les 2 maillots sur toi, puis après tu le troques en fonction de celui qui peut te rapporter gloire et fortune. Bref, messieurs, avant de parler de cette rencontre et de parler de ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le terrain et l'OGC Nice, quelques mots très rapidement que je vais tâcher d'être le plus concis et impossible à interpréter dans un sens ou dans l'autre. En tant que supporter de l'OGC Nice et en tant que de toute façon citoyen et être humain, on tenait à apporter tout notre soutien, toutes nos pensées à toutes les victimes de conflits par le monde et notamment des conflits actuels qui ont malheureusement aussi touché l'actualité de notre club. N'en dira pas plus parce que je pense que notre avis sur le sujet, vous n'en avez rien à foutre. Déjà que notre avis sur le football, des fois, c'est un peu catastrophique. Donc, on va pas se lancer dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et puis voilà, en tant qu'être humain, nous, on a de la sympathie pour les autres civils. On sait que dans un autre monde, ça pourrait nous toucher. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire humainement aujourd'hui à ce sujet. Passons au terrain si vous le voulez bien. Messieurs, l'OGC Nice accueillait donc l'Olympique de Marseille. Hier, un match au sommet, on le sait que quel que soit le classement, de toute façon, c'est le match important dans l'année pour nous, supporters de l'OGC Nice. Les Marseillais se l'avouent pas trop, mais on sait que c'est aussi important pour eux quand même. Il n'y a pas de rivalité, mais on fait des tifos géants, Nice à merda. Bref. Il était beau le tifo hier soir. Voilà, nous, notre tifo était beau hier soir. Effectivement, on a, pour une fois qu'on a compris les consignes que la Populaire Sud nous avait écrites, voilà, on a réussi, on a tous branché collectivement notre cerveau, on a relu 2 fois et ça a été un peu mieux que pour le match face à Brest. Mais voilà, quand je dis au sommet, au-delà de la rivalité régionale, le derby de la Méditerranée, tout ça, vous le savez si vous écoutez cette émission, c'était aussi pour l'OGC Nice le moment de s'emparer à nouveau provisoirement de la place de leader, de mettre l'Olympique de Marseille à 7 points, un probable concurrent pour l'Europe cette saison, et puis de franchir un peu ce cap qu'on attend toujours de la part de l'OGC Nice, c'est-à-dire un peu assumer quand on est favori de remporter le match, même si ce n'est pas avec la manière, et je pense que là-dessus on en parlera dans quelques instants. Avant de se pencher sur le 11 de l'OGC Nice, Brice, du coup, pour toi, l'enjeu de ce match, le contexte qu'il y a eu aussi, on sait, ces dernières semaines du côté de l'Olympique de Marseille, ça a été un peu difficile, un changement d'entraîneur, une victoire face au Havre avant la trêve internationale qui avait peut-être un peu remobilisé les troupes, mais voilà, quand on est du côté de Marseille et qu'on arrive pour affronter une équipe très en forme, un rival en plus régional, même si bon, voilà, il paraît que ça n'existe pas la rivalité. Voilà, il paraît que la rivalité n'existe que dans un sens, mais comment est-ce qu'on aborde ce match avec quel enjeu à la fois pour la rivalité et aussi l'enjeu pour un club qui, on sait, fait un début de saison en deçà des attentes? En deçà, pas tant que ça, je trouve quand même, parce que la saison n'est pas si catastrophique. Dans le jeu, oui, mais dans le résultat, t'as pas non plus, mis à part Paris et la Nice, t'as pas non plus des défaites cinglantes. Donc qualification en Ligue des Champions aussi quand même. Alors attends. La non-qualification en Ligue des Champions, c'est pas méchant, hein, mais ça nous pendait au nez vu le match aller. Et sincèrement,
en Ligue des Champions, je vais pas vous la refaire. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais on est catastrophique depuis 2016. Si c'est pour écouter la musique et c'est tout, tu la lances sur YouTube. Quoi. Je dis pas que c'est bien qu'on n'y soit pas ou qu'on y soit, j'en sais rien, mais dès que tu vois déjà le premier match, le match aller, tu sais que ça va être compliqué. Voilà. Et que tu n'as rien mis dans ton match aller, tu n'as rien fait pour te mettre à l'abri face au Panathinaikos avec une équipe que tu as montée entre guillemets Ligue des Champions. Et qui est même pas capable d'ailleurs comme hier d'ailleurs, les attaquants dans les derniers 25 mètres, tu les voyais pas. Donc c'était exactement pareil. Maintenant, dans le championnat, effectivement, tu as des matchs qu'on aurait dû gagner, mais c'était pas, en point de vue comptable, c'était pas catastrophique non plus. On a connu des crises beaucoup plus sportives, beaucoup plus graves du côté de l'Olympique de Marseille. Pour ça que moi, ça m'a surpris que ça pète comme ça. Maintenant, les enjeux étaient que tu ne vas pas à Nice en étant favori. Tu vas à Nice en ayant des joueurs qui sont déjà émoussés, parce qu'il y a eu des internationaux, etc., avec quelques jours supplémentaires, c'est vrai, pour Gattuso, pour travailler, mais côté physique, tu n'y es pas du tout. Au niveau de la tactique, ça avait un peu de gueule, un peu plus de gueule, contre Nice en tout cas. Donc tu y vas vraiment en n'étant pas favori et en te disant que tu vas essayer de faire le jeu, chose que Marseille jusqu'à présent ne savait pas faire. Cette saison, ne savait pas faire le jeu. Et puis, on a vu qu'on tapait face à un bloc niçois très solide, défensivement très très bon. Ouais, meilleure défense du championnat, on le rappelle, l'OGC, ça va en plus se confirmer sur cette journée-là avec un nouveau clean sheet pour Marcin Bulka et puis pour tous les autres, vous le savez. Alric, on va pas revenir sur ce que c'est l'enjeu d'un Nice-Marseille de notre côté évidemment, mais dans ce cas précis, l'OGC Nice est peut-être favori, c'est pas toujours le cas pour un Nice-Marseille, mais à la fois, tu sais que tu as eu du mal à franchir certains caps importants cette saison. D'un autre côté aussi, les plus gros matchs de la saison, tu les as brillamment remportés. On pense à Paris et à Monaco. Du coup, avant cette rencontre, dans quel mood tu es ? Tu te dis, ça serait vraiment con que la première défaite de la saison ce soit face à Marseille. On préfère perdre face à Clermont vendredi prochain, très, très clairement. Mais tu te dis, à la fois, si on veut avoir des ambitions, ce genre de match, il faut assumer notre statut. Ouais, parfaitement. Après, j'ai toujours du mal à donner à l'OGC Nice le statut de favori parce que je me dis, à partir du moment où dans la presse on commence à le dire, dans les conférences on commence à en parler, ça met une pression peut-être un peu inconsciente aux joueurs et tout de suite on rate le cap. J'en veux pour preuve le match contre Brest où ça devait être pas une victoire, mais ça devait pas être une victoire assurée, mais c'était le premier cap à passer. Et puis face à un adversaire qui était, je pense, à notre portée, et on n'a pas réussi. Là, tu tombes contre une équipe de Marseille qui vient de gagner son dernier match 3-0 contre le Havre, avec plus ou moins la manière. Un entraîneur qui prend de plus en plus la mesure de son groupe, et apparemment, il lui rend plutôt bien. Donc c'était compliqué. Moi, j'étais un peu tendu parce que je me suis dit, à tous les coups, ça peut être le match, le piège, et on va en entendre parler pendant 3 semaines. Et donc, je suis assez content qu'on ait su, malgré toutes les difficultés dont on reparlera, répondre au présent et empocher les 3 points qui, pour une fois, nous font passer un second virage, du coup, dans cette saison. Ouais, ça fait du bien quand même de se dire que tu vires en tête. Hein. Bon, Monaco pourrait effectivement nous rattraper dans la journée. Selon le moment où vous écoutez ce podcast, nous ne serons peut-être plus sur la première marche du podium, mais en tout cas... mais t'as la confiance. Voilà, t'as la confiance. Tu mets à distance aussi un adversaire pour l'Europe. Voilà. Je vous propose, messieurs, de se pencher sur le 11, sur les choix de Francesco Farioli. Alors, des choix avec la suspension de Khéphren Thuram et de Youssef Attal. On sait que certains ont été quand même induits, obligés. En tout cas, Marcin Bulka dans les buts, Jordan Lotomba à droite, c'est une charnière Todibo Dante qui a fêté cette semaine ses 40 ans. Ça ne s'est pas vu sur le terrain, en tout cas. Melvin Barr Melvin Barr sur le côté gauche, lui on a vu partout sur le terrain comme depuis le début de la saison. Youssouf Boudaoui, Sanson au milieu de terrain, une attaque Laborde, Mofi, Boga. En quelques mots, messieurs, pas trop de surprises de toute façon vu les joueurs disponibles et puis les choix de Francesco Farioli depuis le début de la saison. C'est classique, c'est complètement classique comme 11 de départ.
Moi, je suis partisan, de toute façon, d'installer une vraie stabilité. Bon, clairement, même si c'est classique, on a vu de la difficulté. On y reviendra en détail, mais notre milieu de terrain, qui était une de nos forces depuis le début de la saison, ça a été très très compliqué hier soir. Notre défense, à part peut-être une fois où Dante a été totalement pris de vitesse et a fait une faute à l'expérience, après 40 ans, je pense qu'on peut le dire, qu'il a de l'expérience, le garçon. Mais non, c'est du classique, ça fait du bien. Et pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Non, mais à peine de l'expérience. À peine de l'expérience. 40 ans, c'est jeune. Non, mais voilà, c'est bien d'avoir une équipe qui continue de tourner, qui enchaîne avec les automatismes. Là, je me pose quand même une question avec les suspensions qu'on connaît et la blessure de Jordan Lotomba. On va commencer à avoir un problème côté droit. Donc là, c'est vraiment ma question pour le match à Clermont la prochaine fois. T'as Rosario déjà, premièrement. Ouais, non, alors ça, par contre, quand il est rentré, j'ai eu très peur. Oui, bon, après, décisif sur l'action. C'est lui qui trouve le coup franc quand même. Mais non, effectivement, en tribune, il y a eu un petit frisson de dire « Oh non, pas lui ». Mais... là, pour l'instant, je pense que t'as que ça en termes de choix. Là, si on doit réfléchir tout de suite, le match est demain, on va dire, de Clermont. Il n'y a que lui que tu peux mettre. Tu as Mendy qui vient de revenir de blessure, mais bon, avec très peu de minutes. Voilà. Mais Tom Louchet, beaucoup plus de minutes de jeu également. C'est vrai. Bon, à moins que tu changes avec Perrault, tu peux le mettre à droite. Bon, pourquoi pas, mais voilà, on va dire que Rosario, là, tout de suite, comme ça, c'est le choix de la facilité. Là, voilà. Mais t'as vraiment une équipe qui commence à avoir vraiment de la gueule. Le milieu de terrain a coulé, mais bon, on va dire que Hicham Boudaoui, je suis désolé, mais son physique de mec de 8 ans, faut arrêter. C'est son plus mauvais match, je crois, chez nous. Ouais, après un très bon match où il avait été buteur avant la trève. En plus, c'est assez paradoxal. Le pire, c'est que c'est ce match-là où il aurait pu venir avec dans le bureau de Farioli avec la carte. Maintenant, tu me mets titulaire. T'as vu le match que j'ai fait contre Marseille. Enfin, faut y aller maintenant. Tu vois, j'ai confirmé. Donc, là, ça va être compliqué parce que le problème qui se passe, c'est que il a pas. À chaque fois, on dit quand il fait un mauvais match, on dit c'est son plus mauvais match. Mais là, précisément, c'est vraiment un très mauvais match. Mais il n'était pas là, physiquement il n'était pas là parce que Marseille a pressé haut, a mis vraiment un gros pressing là-dessus. On s'est fait prendre un autre jeu à ce niveau-là, je trouve. Mais bien sûr, et Sanson était seul pour... alors Sanson, tu le vois bien pendant, on va dire 20 minutes. Il était bien présent, il tacle même au dernier moment pour un centre, etc. Donc c'était plutôt... J'ai peur sur ce tacle. Ouais. Mais voilà, encore une fois, tu vois, tu parles l'expérience, Sanson c'était pareil, sauf qu'à un moment donné, quand tu vois qu'il y a tellement de pressing et que tu dois faire ton taf, celui-là de Boudaoui, pas prendre d'assaut, etc., tu arrives à un moment donné où tu perds en fait le fil de ton match, de ton propre match. Donc tu es un peu partout et finalement tu es nulle part parce que tu veux combler un peu. Tu t'éparpilles trop. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux pas venir à la relance, récupérer le ballon, venir au placement porter le ballon, voilà, en transition, prendre le placement de Boudaoui et le tien en même temps, c'est quasiment impossible, tu vois. Donc il y a un mec comme Edel Chimier, tu vois, je l'attendais vraiment au milieu de terrain pour imposer le physique, pour s'imposer dans la récupération. Je l'ai trouvé très très en difficulté. Très en difficulté. Et clairement, je pense qu'on s'est fait prendre à notre propre jeu déjà dans la récupération haute. Les Marseillais ont totalement ciblé nos côtés. Et dès que le pressing était enclenché, on était très en difficulté. Et surtout, je pense qu'on a identifié sur ce match une des principales lacunes, si ce n'est la plus grosse lacune du système et du jeu prôné par Francesco Farioli, c'est les ballons dans le dos. Franchement, s'il n'y a pas hors-jeu 2-3 fois, c'est très chaud. Sur le a été à la rue 2-3 fois. En fait, le problème de votre défense, clairement, de la défense niçoise, c'est. Je peux dire notre défense, ça fait plaisir. Hein? Ouais. Non, mais c'est surtout que voilà, c'est les ballons dans le dos. En fait, c'est tellement bien placé la défense qu'il laisse pas de truc à l'effet de surprise. Voilà, il faut que ça soit carré à l'italienne, quoi. Voilà, ça bétonne derrière, c'est carré, c'est strict. Et dès qu'il y a une fantaisie, un ballon en l'air, etc., dans le dos,
ils sont pris de vitesse. C'est ça qui est un peu dommage. Donc tu as la chance d'avoir Todibo qui est rapide et mobile. Oui. 3 fois, il a été en difficulté. Hein. Mais c'est vrai qu'il revient quand même souvent à la course et il gagne son duel, mais avec un autre profil un peu moins mobile, tu ne pourrais pas jouer comme ça. Ou en tout cas, pas avec la même solidité. Mais clairement, tu as des attaquants à Marseille hier soir, qui ne flippent pas dans les 25 derniers mètres, qui ne sont pas... Tu avais l'impression que Marseille, dès qu'ils avaient le ballon dans les 25 derniers mètres, il fallait à tout prix faire quelque chose. Tu sais, ils avaient une pression monstre. Si tu as des joueurs, des attaquants qui sont droits dans leur tête, ils savent le taf qu'ils ont à faire, sincèrement, ça te fait sauter le verrou de Nice s'ils se font mener rapidement. Parce que tu vois, il y a Sarr qui doit marquer le but hors jeu. 2-3 fois, il y a eu des actions quand même. L'action d'Aubameyang, exact. Donc, il y a eu quand même un peu de chance, c'est vrai, de ce côté-là. Mais oui, tes milieux t'ont pas aidé, notamment dans ces... tu voyais que Marseille, dès que ça passait les milieux, c'était une autoroute, quoi. Il n'y avait pas les milieux pour les arrêter. C'était vraiment dommage. Et c'est bizarre parce que Nice a la défense, une défense assez solide et une attaque, du moins avec des ailiers, où ça joue bien, ça combine, ça fait des changements d'aile, etc. Dès qu'on a joué un peu plus haut, dès qu'on a joué un peu plus haut, dès qu'on a joué un peu plus proche, dès qu'on a joué un peu plus direct, on a été beaucoup mieux en seconde mi-temps. En seconde mi-temps, c'était très très compliqué. On va y revenir sur cette seconde mi-temps. Pour terminer sur le milieu de terrain, c'est vrai que c'est un secteur du jeu qui nous satisfait depuis le début de la saison et des joueurs qui ont ces dernières semaines fait des grosses performances, vous le disiez, comme Youssouf ou comme Hicham Boudaoui ont clairement été étouffés par le milieu marseillais. Morgan Sanson, à titre personnel, que j'ai trouvé un peu plus mis en valeur que d'habitude, mais peut-être justement, comme vous le disiez, parce qu'il devait aussi compenser certaines défaillances de ses coéquipiers. On l'a quand même vu se projeter et apporter un peu plus le surnombre aux avant-postes. Après, je pense que ça lui a aussi coûté physiquement et ce changement assez tôt en fin de match, à la 71e minute, c'est peut-être parce qu'il avait dû aussi se taper le boulot de ses deux ou trois coéquipiers et que ça devenait un peu compliqué pour lui. Alors clairement, on a vu un gym à deux visages. Ce n'est pas rare. Hein. On a quand même l'habitude ces dernières saisons. Une première période assez on va pas dire médiocre, hein, parce qu'on a quand même pas non plus tremblé, mais au final assez fade, voire même scolaire, où on sentait que c'était relativement appliqué, mais avec finalement assez peu d'occasions. Peut-être dans les 5 dernières minutes, on a réussi un peu à se projeter et à essayer d'emballer le match, mais assez peu de choses au final. En tout cas, moi, de mémoire au stade, j'ai pas passé une première période extrêmement emballante. En deuxième mi-temps, par contre, le match s'est complètement débridé. Hein. Bon, on va revenir sur les blessures, les cartons, les suspensions. Je pense que ça s'est transformé en véritable derby au cours de la deuxième période et aux alentours de l'heure de jeu. À quoi est-ce que vous attribuez ça ? Est-ce que s'il y a eu un round d'observation en première période avec l'enjeu qui a un peu tué le jeu? Est-ce que c'est aussi la débauche d'énergie marseillaise en première période qui leur a un peu coûté d'influx nerveux et d'influx physique à partir de l'heure de jeu, et du coup ça a permis aux Niçois qui très clairement cette saison arrivent mieux à terminer leur match, ou en tout cas physiquement sont mieux dans leur pompe, et de progressivement prendre le dessus, ou simplement tactiquement aussi avec certaines sorties du côté marseillais. On peut penser à Klaus qui sort à la mi-temps sur blessure, à Ounahi après. Ça a été un peu plus facile pour l'OGC Nice de mettre le pied sur le ballon. Il y a eu un peu de tout, je pense. Ouais, mais il y a surtout un truc, c'est que Nice, pour une fois, dans un grand match comme ça, dans un derby face à Marseille, ils ont compris un truc, c'est que c'est les favoris, on est chez nous, et un peu comme n'importe quelle équipe, genre faites votre jeu, nous on n'a rien à prouver. Tu vois, la première mi-temps pour moi c'était un peu ça. Vas-y, faites votre jeu, nous on n'a rien à prouver. On sait que dès qu'on va démarrer, ça peut le faire. Attention, j'ai pas dit que ça allait le faire, mais ça peut le faire. Et finalement, les mecs, voilà, ils se sont mis dans la peau d'un favori, d'un derby. Genre, allez-y, faites votre truc. De toute façon, pas que Marseille tombe au fond du gouffre ou quoi, pas loin de là, mais c'est à vous de faire le jeu. Nous, on est là, on attend. Et ils sont très bons dans la contre-attaque.
Nice est très très bon dans la contre-attaque. Ils savent bien se placer, etc. Et puis c'est pas une équipe qui aime bien la possession, de ce que j'ai pu en tout cas voir, parce que je continue quand même à regarder les matchs de l'OGC Nice. Alors, si apparemment ils aiment bien la possession, mais quand même hier soir ça a été compliqué parce qu'on n'a pas du tout. 50-50 au final, ça s'est équilibré en cours de partie, notamment avec la fin de match. Mais là où je te rejoins, Brice, c'est que les belles victoires que tu fais face à Paris, face à Monaco, pas la possession. C'est quand tu es en transition et tu n'as pas la possession et voilà, on sait que tu vas citer tes fameux blocs bas. Ça a été plus compliqué quand il fallait faire le jeu, notamment avec le profil des attaquants sur lequel on reviendra juste après. Bien sûr. Donc je pense qu'il y a ça. Il y a Marseille qui commence un tout petit peu à douter parce que dans les 25 mètres, ils n'y arrivent pas. Comme tu disais, Sky, un peu émoussé. Tu perds Klos. Klos, clairement, aujourd'hui, c'est très certainement le meilleur Marseillais. Il y a pas de doute là-dessus. Je pense que les Marseillais qui nous écoutent là, et même ceux qui aiment le foot, parce qu'à Nice il y en a quand même qui aiment le foot, qui aiment regarder un peu tout. Ben voilà, tu vois que Klose quand même, et on l'a vu en équipe de France, c'est peut-être pas notre maître à jouer, mais c'est un très très bon joueur. Tu le perds, tu perds Paul Lopez, tu mets Blanco. Je vais pas parler de Blanco parce que ça va durer des heures, mais voilà. Tu perds Unai qui n'a servi pas à grand chose dans ce match-là. Moi, je pense qu'il va falloir un peu arrêter avec Unai. Une débauche d'énergie parce que physiquement, on l'a vu avec Marcelino. De toute manière, la préparation n'avait pas été optimale. Eh ben, Nice, petit à petit, est rentré vraiment dans le derby, a commencé à mettre de l'intensité pour faire plier les Marseillais, tout simplement. C'était très intelligent de leur part. Ouais, c'était très intelligent. On s'est placé plus haut, on a été plus proche, les circuits de passe étaient parfois plus directs, et ça, je pense que ça manque un peu parfois dans le jeu de Francesco Farioli, c'est d'avoir demandé à ses joueurs d'être un peu plus directs. Ils ont réussi à le faire en seconde mi-temps, et tout de suite, on s'est créé des situations. Alors, c'était pas des grosses occasions incroyables, mais on s'est créé des situations. Et tu crées le doute, c'est ce que tu disais, Brice, tu crées le doute dans la tête de ton adversaire, et puis Marseille commence à faire des fautes à répétition. C'est Leonardo Balerdi qui commence à faire des fautes à répétition. Il prend un carton rouge. Lui, c'est là. Ouais, bon, bref, je vais rien dire sur Balerdi. Surtout qu'à un moment donné, il y a faute de lui, mais on sanctionne le Niçois, alors que ça peut être pénalty. Enfin, Ouais, là, on en dira peut-être quelques mots de l'arbitrage de Rudy Buquet, mais bon, on salue tous ces efforts pour faire tourner le match à la faveur de l'Olympique de Marseille. Bon, des efforts qui ont été vains, malheureusement, mais bon, très clairement. Qui a essayé un petit peu, mais bon. Voilà, le maillot bleu ciel des arbitres, tu sais pourquoi maintenant, mais c'est pas beau. Bon, c'est pas grave. On en parlera peut-être des actions clés de ce match un peu plus tard dans l'émission. Je voulais revenir juste quelques instants sur un truc que tu as dit, Brice. C'est vrai qu'en fait, est-ce que, selon toi, l'OGC Nice, en fait, a un peu... Alors, je vais pas dire assumer son rôle de favori, ça tu l'as déjà dit, mais est-ce qu'on peut pas y voir aussi signe d'une équipe qui commence à avoir confiance en elle et en ses forces au fur et à mesure des très bons résultats qui s'enchaînent pour nous, face à une équipe qui, sans remettre en cause le talent individuel et même collectif, j'ai pas vu beaucoup d'équipes cette saison à Allianz Riviera qui arrivaient aussi bien et aussi vite à faire tourner le ballon, alors, de manière un peu stérile. Après, tu l'as dit, après pour trouver des attaquants, c'était un peu compliqué. Mais face à une équipe de Marseille qui est peut-être aussi moins loin dans sa construction, avec une préparation un peu ratée, un changement d'entraîneur, une petite crise de confiance. Du coup, forcément, l'OGC Nice a quelques semaines d'avance et tourne un peu mieux, tout simplement. Totalement. Tu as un projet qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus stable du côté de l'OGC Nice. Je parle pour cette saison, attention. Parce que les résultats suivent aussi. Mais parce que les résultats suivent, ce qui n'était pas le cas forcément avec Marcelino, même s'il n'y avait pas une crise sportive, mais tu sentais que ça touchait jamais vraiment au but, il aurait peut-être fallu avoir plus de temps, peut-être, on le saura jamais, parce que l'autre il est parti en 2-2 là, Marcelino, mais tu vois, voilà, il y a un truc, c'est que voilà, Marseille, d'un coup, en plein milieu, tu changes du tout au tout, donc tu vas prendre Gattuso qui n'a rien à voir avec Marcelino. Donc faut réapprendre à jouer avec une autre façon, alors que pendant, on va dire, peut-être 3 mois quasiment, on t'avait matraqué dans la tête qu'il fallait jouer avec plus de possession, voilà, donc il y a tout ça qui l'équipe n'arrive pas encore à maturité, malgré que
je trouve que Marseille a plus de qualité individuelle que Nice, par exemple. Un mec comme Harit, un mec comme Unai, même si... Incroyable, Amine Harit. Voilà. T'as des mecs, même Obama, quand on regarde Obama, normalement... Enfin, je suis désolé par rapport à Mofi ou Laborde, ne serait-ce que l'expérience ou ce qu'il a pu faire dans les autres grands clubs européens. Voilà, normalement, tu dois gagner ton match sur des exploits individuels. Tu peux, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, nous, Marseille, on n'y arrive pas, ou très peu. Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas encore à toucher au but. Mais il y a quelque chose qui commence un peu à se créer, qui commence à, comme tu le disais, il y a une possession qui est stérile. Et quand Marseille arrivera à trouver ses attaquants bien comme il faut, avec des équipes, face à des équipes comme Nice, c'est-à-dire bien placées, etc., là, je pense qu'on arrivera à toucher au but. Marseille arrivera à toucher au but, clairement. Ouais, l'OGC Nice a de la discipline et c'est ça qui, pour l'instant, fait que ça fonctionne. Il y a aussi un peu de chance et on en discutait en regardant le match hier, mais on va pas s'excuser d'avoir un peu de réussite. Non, il faut pas. C'est ce qui fait aussi qu'une saison tourne en ta faveur. Donc clairement, il y a de la réussite parce qu'il y a le poteau d'Aubameyang, parce qu'il y a le but refusé de Ismaïla Sarr. Mais tu as aussi de l'efficacité finalement hier soir parce que tu n'as pas tant d'occasions que ça dans ce match. Et tu marques un joli but parce que la seule frange que tu as, voilà, la seule frange que tu as, c'est Guessant. Je suis désolé. Hein. Tu es dans la surface, tu es placé. Il y a celle de Mouffi qui est légèrement déviée. Ouais, c'est vrai. Non, il avait quasiment célébré avant qu'elle rentre. Finalement, elle rentre pas. Mais non, au final, on peut tirer comme positif du match de Nice, par exemple, qu'il y a de l'efficacité, qu'il y a de la réussite, et c'est bien, il faut provoquer. Parce que je pense que la discipline, la rigueur qu'impose le système de Farioli, elle amène ça. Alors oui, il y a des difficultés dans les ballons en profondeur, il y a encore des choses à régler, mais tu vois, à régler, c'est la première saison, même pas la première saison, c'est les premiers mois, heureusement. Ouais, c'est les premiers matchs. Mais tu vois, j'écoutais une interview de Dante, c'était dans l'émission Gym Tonic, où il disait les supporters se moquent de moi quand je dis autocritique, discipline et rigueur et professionnalisme. Mais en fait, c'est dans des matchs comme ça où tu es quand même en tension, où tu es quand même en difficulté par moment, que si tu n'appliques pas à la lettre ce qu'on te dit, tu fais une Balerdi, du coup. Ouais, une Balerdi, c'est ça. Alors, ça. c'est vrai que des fois, on manque un peu d'instinct, on manque un peu de spontanéité. C'est ce que je peux leur reprocher. Et on a eu du déchet technique. Mais en fait, je pense que si on accepte, nous, en tant que supporters, moi, ça m'a fait râler, hein, mais si on accepte, nous, en tant que supporters, que parfois, les matchs, tu les gagneras comme ça, à ce moment-là, il va pas se passer grand-chose de négatif cette saison. Ah, mais c'est le genre de match que tu aurais pu perdre. Hein, et puis, on revenait sur les matchs nuls qu'on a pu concéder face à des équipes supposément plus faibles aussi. Combien de fois on s'est dit ce match-là, ces 2 dernières saisons, on l'aurait perdu 1-0 sur un vieux but de l'adversaire à la 85e minute et on n'aurait pas ramené de 2 points. On sent qu'il y a quand même une certaine, et c'est paradoxal par rapport à la jeunesse de l'entraîneur, que ce soit son âge ou son ça, expérience. Par contre, les mecs de Canal, ils n'arrêtent pas de... les journalistes, les mecs de Canal... Est-ce qu'on est obligé de parler des rageux de Canal ils reviennent tout le temps sur ça, c'est insupportable. Voilà, entre Canal, RMC qui explique qu'on est avantagé par le calendrier après avoir joué Paris, Monaco et Marseille, c'est bon, très clairement, les mecs n'ont ni suivi la saison de Nice, ni n'ont envie d'en parler, très, très clairement. Ouais, mais il y a ça, et puis c'est toujours... Le mec à 34 ans, il est bon, point. Non, mais il y a toujours un truc aussi avec les journalistes, c'est qu'il faut toujours mettre de la storytelling. C'est comme Will Steele, vous vous rendez compte, il était entraîneur sur Football Manager, oh là là, il a des... frère, tu le dis 2-3 fois, c'est bien, on a compris. Passe à autre chose, va vers d'autres trucs, pose des questions, tu vois. Les journalistes, peu importe, je veux dire, alors il y en a des très très bons, puis il y en a des moyens, comme on a pu voir. Et puis il y en a aussi. Et puis il y en a. Où malheureusement, ils ont que ça à dire. Tu as l'impression qu'ils n'ont pas bossé. Il est jeune, on s'en bat les couilles en fait. Enfin, clairement, voilà, on s'en fout. Parle-nous du match. Amène quelque chose de plus, une plus-value. On s'en fout de savoir qu'il est jeune ou que, par exemple, Will Steele, putain, ça me faisait péter les burnes ça. Will Steele, il a été entraîneur, il a commencé sur Manager. Il avait répondu à ça d'ailleurs. Vous êtes gentil de parler de Football Manager, mais en fait j'ai tous mes diplômes aussi. C'est déjà ça. Et puis intéresse-toi à mon schéma de jeu, intéresse-toi à ce que j'ai fait, essaye de parler de certaines choses, essaye de parler que j'ai
Voilà, est-ce qu'il y a un peu du De Zerbi dans... Tu vois, tu pourrais même poser la question, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, il y a plein de trucs à dire. Enfin, on pourra en faire un podcast des journalistes. J'ai pas envie de m'en mettre. On va pas le faire de toute façon. Mais... Non, on pourrait, mais on s'en fout un peu. Mais voilà, je veux dire, on s'en fout. Ce qu'il y avait de sympa, c'était que Nice a réussi à gagner un match dans la difficulté. Contre toute attente quand tu regardes, parce que tu as le but en hors-jeu, il y en a plein qui auraient pu le laisser passer. C'était Frappard à la VAR, je crois, non ? Oui. Voilà, donc voilà, vous comprenez pourquoi je vous dis ça. Voilà, il y avait un mètre quand même, donc il fallait pas qu'elle fasse ça, parce que bon... C'est Frappard. Voilà. C'est Frappard, mon gars. Souvenir du Stade de France, Stéphanie. Voilà, Stéphanie. Ou le carton rouge qu'elle met à Morgan, je crois que c'était à Brest, il me semble. Arrête. Il faut le laisser partir maintenant. Ne le retiens pas, pardon. Et puis, t'as le poteau de Obama. Enfin, il y a des trucs qui font que tu aurais pu le perdre. Mais tu es là, quand même, tu gagnes dans l'adversité. Et surtout, c'est très important de gagner ce genre de match comme ça. Au-delà du derby. C'est-à-dire que tu es dans l'adversité, tu lâches pas, tu as une occasion franche, la plus directe possible qui soit. Tu vas, tu prends, tu la mets. Certains vont dire, j'ai vu de tout sur Twitter, il y a de la chance, peu importe, tu gagnes. Les détails, c'est comme ça que tu gagnes un match. Mais quand tu regardes, alors j'exagère un peu, mais c'est pour prendre un exemple que tout le monde connaît. Je suis désolé, mais sous l'ère Deschamps, que ce soit l'OM ou l'équipe de France, on n'a pas vu que des bons matchs, on n'a pas vu des 8-0, des trucs comme ça. Et on a vu souvent, on parlait souvent de la chatte à Dédé, parce que c'est dans les détails, c'est dans le truc où tu es concentré, tu es là, tu es rigoureux, bam, et tu mets. Terminé, voilà. Ce que Marseille, malheureusement, encore une fois, n'a pas su faire. Et enfin, je dis malheureusement, parce que ça aurait pu être... J'aurais préféré voir plus de buts. Et c'est un derby, tu as envie de voir des buts, tu vois. Sans des larmes. Ouais, aussi, mais peu importe le côté, mais voilà, il fallait que ça s'emballe un peu plus. Nice a fait du Nice, c'est-à-dire que on est favori, on est conscient de notre jeu. Et puis voilà, c'était à Marseille de venir et de faire le jeu. Comme très certainement pas mal d'équipes à Marseille, quand Marseille se laisse faire un peu, genre, c'est bon, on est chez nous, c'est à vous de faire le jeu et on va vous contrer et puis terminer. Ben voilà, c'est ce que Nice a fait. Et bravo à Nice, parce que tous les podcasts que j'ai pu faire de débrief, on ne le voyait pas, ça. C'est peut-être la principale on a connu évolution une période cette d'Irak qui saison. était compliquée, c'est vrai. Non, mais pourquoi vous parlez de choses... merde, on est leader de Ligue 1, on a battu Marseille, vous êtes obligé de sortir Morgan, Vieira... et ça aussi, putain, soyez heureux. Putain, vous êtes leader, vous avez plus de points. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc. Hein. Enfin, je pense que vous êtes quand même au courant, mais maintenant c'est à 18 clubs, il y a 4 matchs en moins, 12 points en moins à aller récupérer. Donc tous les points que tu prends là, par rapport à Lens qui joue la Ligue des Champions, par rapport à Lille, par rapport à Marseille, 7 points d'avance, ça t'assure pas de terminer devant, mais c'est des points qui ne sont plus à prendre en tout cas. Ouais, parce que Marseille, il faut aller les récupérer maintenant les points, sauf que tu as 4 matchs en moins, tu fais comment? Et ouais, voilà, donc putain, c'est bien, c'est cool. Voilà, vraiment, c'est très très cool. Aucun supporter niçois ne te dira qu'il n'est pas heureux, simplement... On a l'habitude ces dernières saisons, ces dernières semaines encore plus. De toute façon, on n'est pas sûr d'avoir tout à fait le droit d'être heureux. Donc, avant de s'emballer totalement, on est très content. Mais je l'avais dit. On sait que le retour de Karma n'est jamais très loin de l'OGC Nice. Notre propriétaire va racheter des parts à Manchester United. Voilà. Mais effectivement, c'est sûr que personne ne sera heureux pour Nice, à part les supporters de l'OGC Nice. On l'a encore bien vu hier soir avec le traitement des médias nationaux. Je voudrais, avant qu'on s'attaque à l'attaque, justement, à la ligne de 3 devant, parce que malgré tout... Voilà, malgré tout, c'est quand même aussi un chantier qui est un peu préoccupant. Donc les résultats suivent, mais quand tu vois que sur les derniers matchs... tu peines quand même sur les 4 derniers matchs, 3 buts en championnat quand même, donc ça pose des questions. Je voulais quand même, en quelques mots, vous qui étiez devant votre télé, c'était un peu plus facile que moi au stade de voir les actions litigieuses, notamment 2 pénaltys qui auraient pu ou pas être accordés à l'OGC Nice, mais en tout cas la VAR n'a même pas été consultée. Une certaine avalanche de cartons jaunes aussi, il y en a certains du stade. Le carton jaune de Boudaoui, je ne sais toujours pas. Voilà, bon on est 2 alors. Bon, est-ce qu'il a ramené ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mofi qui prend un carton jaune en étant sur le banc aussi d'ailleurs au passage. Ça c'était il a un peu cherché. La petite tension du derby qui fait du bien, mais
Sur les actions litigieuses qui auraient pu mener à un penalty, pour vous, est-ce que la bonne décision a été prise par le corps arbitral? Sur la board, il n'y a pas penalty. Non. Tu disais hier soir, j'ai l'impression qu'il le jette un peu, mais il amplifie tellement sa chute que ça en est ridicule en fait. Moi j'ai regardé l'image, j'ai fait alors là s'il y a penalty, c'est juste un miracle. Et après sur la faute de Rosario, enfin la faute de Balerdi sur Rosario, bon il y a pas penalty parce que c'est légèrement en dehors de la surface. Et après je vois pas une autre situation dans la surface. Sur Boudaoui, quand c'est Rongier, je crois qu'il le récupère. Ah oui, ouais, alors il a le pied légèrement haut, mais il le touche pas. Mais il le touche pas. Clairement, pour vous, pas de particulière décision scandale. À part un coup franc qui, voilà, vous savez maintenant que si vous voulez récupérer un coup franc à 30 mètres des buts et inverser la décision, bah, il suffit que votre gardien se blesse et sorte. Parce que, bon, ça par contre, ouais. Voilà, ça c'est quand même assez étonnant comme nouvelle règle. On la connaissait pas. Ça devient plus complexe que le rugby encore de suivre les règles du football. Enfin, surtout contre l'OGC Nice. Mais voilà, le coup franc qui est sifflé, le Pau Lopez du coup qui sort sur blessure, et ben la balle est rendue aux Marseillais qui en plus dans leur immense fair play joue l'action au lieu de renvoyer le ballon de l'autre côté à Marcin Bulka. Alors ça, pour le coup, sincèrement, c'est pas méchant, mais si ça avait été Nice qui l'avait fait, limite je m'en foutais. C'est un derby. Attends, tu te fais enculer le coup franc déjà. Déjà tu te fais chourer un coup franc dangereux à 35 mètres des buts et tout. C'est un derby. Un derby, je vais pas vous la refaire. Il y a un peu de vis, sinon... Faut qu'il y ait du vice, de la roublardise. Sans déconner, dans n'importe quel truc, il faut qu'il y ait du vice, de la roublardise. Le mec, il se blesse n'importe comment, on s'en fout réellement. Dans le sens où, voilà, il se blesse, il se blesse, très bien. Ils récupèrent le truc, ils essayent d'aller au bout. J'espère que d'autres équipes. Alors, c'est pas très fair play, évidemment, mais c'est un derby. Faut être méchant, et faut. De toute façon, c'est pas la faute. C'est pas une erreur des Marseillais, c'est une erreur de l'arbitre, mais bon. Voilà. Bien sûr, voilà. Et il te faut ce côté roublardise. Je suis désolé, mais c'est comme ça que tu gagnes. Mais d'ailleurs, j'ai une question. Avec tous les cartons qu'on a pris, on n'a pas des mecs qui sont suspendus. Ça va être à suivre pour la prochaine commission de discipline. Il y aura peut-être des appels, effectivement. Voilà. Parce que waouh. Pour passer à notre ligne de 3 devant avec 2 cartons jaunes, Mofi et Boga d'ailleurs, Alric, pour revenir là-dessus à suivre dans les prochains jours, les prochaines semaines. C'était mérité, je suis désolé, il fait le con quand même. Voilà, alors bon, on va pas revenir sur ces décisions-là, vu que... Quand il tire, je crois que c'est à Rit, au rang central. Oui. Il fait la faute d'anti-jeu très clairement. Oui. Je veux dire, c'est très con, surtout aussitôt dans le match, enfin, un peu con, quoi. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. Au-delà des cartons jaunes pour la ligne de 3 devant, on sent que c'est quand même toujours le secteur du jeu aussi de l'OGC Nice qui est vraiment à améliorer. Alors, ils n'ont pas démérité, j'ai trouvé que pour un match qui risquait d'être compliqué pour Terem Moffi, parce qu'au final Marseille a laissé assez peu d'espace dans son dos à exploiter pour l'attaquant nigérian, il s'est quand même bien débrouillé. Vous parliez de son action qui peut finir au fond si elle n'est pas contrée. Il s'en sort quand même très bien dans des petits espaces en étant entouré par des défenseurs marseillais, et c'est sur ce genre d'action qu'on a envie de voir Terem Moffi progresser. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir que celle-là, assez paradoxal, il a pu voilà, assez paradoxal comme tu le dis, mais voilà, c'était assez surprenant, mais il a réussi à la mener au bout. Bon, malheureusement pas au fond, mais en tout cas à se sortir de cette nasse. Par contre, sur l'ensemble du match, on en attend forcément plus, et quand je dis c'est pas spécialement de Terem Moffi qui fait pas un mauvais match, mais aussi de Gaëtan Laborde et aussi de Jérémy Boga. On sent que évidemment ils apprennent encore à jouer ensemble. J'ai bien aimé la fin de match de Gaëtan Laborde qui du coup recentré était peut-être dans une position où il était un peu plus à l'aise, même s'il a encore malheureusement manqué l'opportunité d'être décisif. Jérémy Boga, on sent que c'est un profil différent qui amène un peu de mouvement, qui essaie d'amener un peu de provocation. Ça a été compliqué pour lui malgré tout. Heureusement qu'il est là pour justement apporter un peu de mouvement et d'incertitude aux avant-postes, mais voilà, on aime beaucoup le voir. Après, on attend peut-être plus de lui dans le jeu, même s'il ressort de ce match avec une passe décisive. Après son but à Monaco, on sent quand même qu'il monte en puissance. Déjà, première chose, on a marqué un but sur coup de pied arrêté. Ouais, c'est exceptionnel. Je vous avoue que j'ai pas regardé la stat avant, mais ça déjà, ça fait partie de la légende d'ores et déjà.
Ça y est. C'est pas ce qu'il voulait, Ghisolfi. Il voulait pas plus de buts. Oui, sur c'est ce qu'il coup de avait dit. Ouais, après, on veut des tas de trucs, mais bon, comment dire. Non, mais au moins, ça va peut-être que, en fait, le poste de spécialiste des coups de pied arrêtés fonctionne finalement. C'est pas. Bref. Non, ce qui est compliqué sur la ligne d'attaque, c'est que moi, j'ai été très très énervé pendant le match de voir aussi peu de présence dans la surface de réparation. T'avais un mec qui a récupéré le ballon, t'avais deux joueurs, alors qu'on était habitué, lorsqu'on faisait du pressing haut notamment, à avoir 4, 5 mecs aux abords de la surface et au moins 2, 3 dans la surface. On manquait cruellement de présence, les centres ne ressemblaient à pas grand-chose, et un peu de la même manière que les attaquants marseillais dans les 25 derniers mètres, on se précipitait. On prenait pas, il n'y avait pas de spontanéité. On essayait de faire des trucs, des redoublements de passes, des frappes pas toujours bien pensées. Voilà. Une action typique, par exemple, la frappe de Youssouf Ndiaye en début de seconde mi-temps, où il envoie une minace, certes, elle part dans le filet au-dessus de la cage. Mais je me suis dit, c'est ça qu'il faut que tu essaies de faire. Si tu vois que ça passe pas sur les côtés, dans l'axe, que ton redoublement de passe, il fonctionne pas, déclenche quelque chose. Perds pas le ballon bêtement. Et ça, on a trop mal fait hier. On a trop mal fait. Ah, mais c'est quand tu as encore une fois, les blocs bas. Mais quand tu as des équipes comme ça, où tu vois que même dans les 25 derniers mètres, tu n'y arrives pas pour X raisons, voilà, déclenche des frappes, essaye de débloquer des situations. Quand on voit par exemple qu'un Paul Lopez, encore une fois, bon, je déteste ce gardien. Je sais pas, j'arrive pas à être. Entre Mandanda et Paul Lopez, les gardiens chez toi, ils n'ont pas de chance. Hein. Non, mais Mandanda encore ça va. Aimes-tu vraiment ce club déjà? Parce qu'en fait, je me pose la question depuis 3 ans. Des fois, j'ai des doutes, mais non, mais blague à part, Paul Lopez a été de toute façon détestable hier. Hein. On va pas lui dire bien fait, mais déjà, mais comment tu sors un ballon des 2 points et en plus de ça, tu sais. En fait, c'est que tu peux sortir les ballons des 2 points, même si ça se fait de moins en moins, je trouve. Mais bon, passons. C'est surtout qu'en plus de ça. Comment dire, tu vas pas avec conviction. Tu sais pas. Donc tu as un gardien en face de toi, tu peux mettre des patates, il peut y avoir un contre, etc. Tu sais que ton gardien en face de toi, il est pas, c'est pas le patron de sa défense, quoi. Tu vois, voilà. Syndrome Casper Schmeichel. Il y a peut-être un peu de ça, ouais. Il y a peut-être un peu de ça. Mais non, Paul Lopez, clairement, n'a pas. Je pense que pour moi, a atteint son plafond de verre et qu'il a très vite atteint. Et il va pouvoir te faire 2-3 masterclass, façon de parler, de grands matchs. Et puis derrière, c'est des errances, voilà. Zéro conviction, il va y aller, mais il a un peu peur. Il y a des buts qu'on se prend. Je veux bien qu'il y ait un problème avec la défense. Effectivement, mais quand tu es gardien, tu es patron de ta défense, tu dois parler, tu dois communiquer, tu vois. Ce qui n'était pas le cas de... Pas d'arracher tes défenseurs, quoi. Faut que mais bien sûr, et comme l'a fait Marcin Bulka notamment hier, mais enfin, tu fais bien de le souligner aussi. Hein, voilà, Paul Lopez qui a passé plus de temps à essayer d'en gagner que d'être performant sur la pelouse hier jusqu'à sa blessure. Son remplaçant qui, à mon avis, n'est clairement pas exempt de tout reproche sur le très beau but et le très beau mouvement, enfin coup franc entre Jérémy Boga et Evan Guessant, mais bon, le mec déjà avant que le ballon soit tiré, limite il est dans sa cage, quoi, donc tu sens qu'il risque pas de s'imposer au duel de s'imposer dans ses 6 mètres. Ouais, mais pour en revenir à l'attaque de l'OGC Nice, selon vous, dans les prochaines semaines, alors on le dit émission après émission, oui, les automatismes, ça y est, maintenant que Sofiane Diop est à nouveau blessé, on peut installer Jérémy Boga, il y a un peu de stabilité qui peut s'opérer devant, mais on voit bien que semaine après semaine, ça ne rend pas l'OGC Nice spécialement plus dangereux ou performant devant. Est-ce que pour vous, c'est une question de temps et il faut prendre son mal en patience, d'autant plus que grâce à la relative imperméabilité de notre défense, tu peux te permettre de gagner des matchs 1-0 ou en tout cas de ne pas les perdre comme face à Brest, ou bien va devoir se poser très vite la question du mercato d'hiver, que ce soit pour un numéro 9 un peu plus complet, un ailier droit qui en soit véritablement un, ou voilà, peut-être au milieu de terrain, un joueur qui pourra apporter encore un peu plus de liant à mettre aux côtés d'un Kefren Turam. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez ce chantier dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, moi, je verrai déjà, contre Clermont, mettre Guessant peut-être à droite, resituer la board dans l'axe. Je veux voir ça.
sur une mi-temps peut-être, ou sur 1 heure de jeu. Je veux voir à quoi ça ressemble. Parce que tu vas encore jouer contre un bloc bas, contre Clermont. Parce qu'ils vont essayer de faire peut-être un peu le jeu, mais leur championnat est compliqué. Ils n'ont pas la même confiance que les années précédentes. Je m'attends à une défense très resserrée. Mofi, ça va être encore compliqué. Franchement, j'essaierai ça, juste pour voir. Parce que, encore une fois, lorsque Guessant est rentré, il a touché 4 ballons, il a marqué un but. Il a apporté quelque chose dans ses prises de balles, dans ses accélérations. Il y a quelque chose qui se passe avec Guessant. Alors, c'est pas parfait, hein, mais c'est quand même mieux que ce qu'on voit quand Mofi, Laborde et Boga sont tous les 3 alignés. Alors, ce sont des très bons joueurs individuellement, hein, je dis pas. Hein, mais déjà, Laborde sur un côté, autant je l'appelais de mes voeux parce que Laborde, c'était quelqu'un qui empoisonne. Tu as le statut en plus après la saison dernière qu'il fait, tu peux pas lui dire merci monsieur, il faut partir. Ouais, là c'est compliqué. Et Mofi, attention parce que Mofi, je me souviens de quelque chose. On avait reçu dans une autre émission un supporter, pas avant Tinissa, mais dans une autre émission que j'avais faite, on avait reçu un supporter l'orienté qui disait attention parce que Mofi, c'est une saison très bien, une saison moyen, une saison très bien. Ouais, il faut et là, je veux pas présager de quoi que ce soit, mais il marque pas, il est pas très dangereux. Je me pose la question s'il y a un petit tour sur le banc pour le piquer un peu, ça lui ferait pas du bien parce que au-delà du fait qu'il se crée pas d'occasion, Laborde par contre lui dans l'activité il est monstrueux et Mofi c'est pas ça vraiment. Hein. Bah déjà la concurrence ne peut apporter que du bon, clairement. On l'a vu avec Melvin Barr d'ailleurs. Hein, j'en profite, je replace Melvin petit à petit, mais bon. Roberto Bardos. Roberto Bardos. On était là, on était dans le train en premier, Brice. On était là. Exactement. Mais la concurrence ne peut apporter que du bien, mentalement et puis même sportivement. Et puis, moi, je pense que c'est plus au niveau des... alors, peut-être pas Melvin Barr, mais plutôt côté droit, où il va falloir amener peut-être quelqu'un qui met plus de bons centres, qui arrive à apporter ce danger-là. Puisque tu n'y arrives pas là comme ça. C'est peut-être que tu dois trouver d'autres solutions. Ça doit venir des côtés. Le milieu, vous l'avez déjà, il est bon le milieu, notamment avec Diop, etc., qui pourra provoquer, qui pourra même Sanson, hein, des fois. Il a pu, par le Claude passé... Maurice aussi, qui est rentré en fin de match, n'a pas tout bien fait, mais qui a apporté du mouvement. Il a failli perdre la balle. Je me suis énervé contre lui quand il a perdu la balle. Il n'a pas tout bien fait, mais bon, quand même. Ouais. On en a vu qu'il y avait du mouvement avec lui déjà. Je pense que côté milieu, ça va. C'est plus, moi, sur les côtés où il va falloir amener peut-être un peu plus de danger pour l'OGC Nice, pour apporter quelque chose. Surtout que quand tu as un mec comme Mofi, certes, alors apparemment c'est une saison bien, une saison mal, etc. Mais de tout l'effectif, Mofi, il a un physique pour aller dans les airs et mettre une bonne tête, ce qui n'est pas le cas par exemple de Boga, je pense. Voilà, si on doit, comparer, ou de Laborde. Mais voilà, il te faut ça. Et puis, plus de temps. Puisque de toute manière, comme tu disais bien, Sky, tu arrives à gagner des matchs en étant solide. Le temps que tu te l'achètes en étant leader de Ligue 1, enfin voilà, t'as pas de crise sportive, donc tu gagnes tu du peux crédit te dire. Voilà. Tu gagnes du crédit, du temps, oui, effectivement. Ouais. Et puis, il faut pas oublier que ça fait 3-4 mois que Farioli est là, peut-être un peu plus, je sais pas, mais on va dire 3-4 mois qu'il est là. C'est un nouveau projet, c'est un nouveau style de jeu. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc, il faut attendre. Et tous les projets n'arrivent pas au bout de 4 mois à maturité. Il faut... au bout de 4 ans, c'est difficile, hein, n'est-ce pas, Ineos ? Donc, c'est sûr qu'au bout de 4 mois... la balle gratuite. La balle gratuite, ça fait plaisir, hein, voilà, mais contre les 2 yeux, c'était magnifique. Laissons le temps au temps, même si, voilà, vous le disiez, va se poser la question pour le mercato d'hiver sur les côtés en majorité, je vous ai bien entendu. Ouais, clairement, je pense que c'est les côtés. En fait, t'es pas du tout tranchant sur les côtés. Et je pense que c'est ce qui peut te manquer, tu vois, par exemple, contre Marseille, contre d'autres équipes, peut-être Brest aussi, de mémoire, je crois que c'était Brest. Voilà, il te manquait ce côté où t'apportes des solutions, ça marche pas, et t'essayes pas les solutions sur le côté, parce que t'as de mauvais centreurs quand même, faut l'avouer. Oui, et, malheureusement. Voilà, non mais faut l'avouer, tout Roberto Bardos qu'il est, les centres c'est pas son tu te calmes fort. immédiatement.
C'est pas parce qu'il a fait une passe décisive au centre tendu contre Metz que ça y est. Magnifique. Il a quand même fait 2-3 centres, il est allé les chercher, le troisième poteau à chaque fois. 2-3 plus, voilà. C'est 2-3 bons centres de plus que depuis son arrivée. Et puis même apporter du danger, c'est-à-dire apporter un surnombre à un moment donné dans la surface de réparation pour ou créer de l'espace, etc. C'est ce qui te manque un peu. On va pas parler d'Atal ou quoi, mais voilà, il te faut des joueurs supplémentaires. Lotomba, c'est bien, mais c'est pas assez offensif. Il te faut un joueur. Il s'est blessé hier, donc. Et surtout qu'il s'est blessé bêtement. On n'espère pas pour très longtemps. Ouais, je voudrais qu'on termine par notre traditionnel dossier secret qui sort de sous la table, tel le mercato de Julien Fournier, pour savoir ce qui vous a déplu particulièrement dans ce match, dans le contexte. Peut-être on va éviter cette partie-là qu'on évoque d'habitude autour de l'OGC Nice cette semaine ou sur la soirée d'hier, parce qu'on parlait du tifo notamment, qui a été une très grande réussite. Je sais pas, Brice, si tu devais retenir quelque chose dont on n'a pas encore parlé de cette soirée, de ce match? Que je pourrais retenir, c'est que je vois Nice avoir plus de maturité dans le jeu, plus de maturité dans le mental, clairement. Alric, un joueur qu'on n'aurait pas évoqué, un fait de jeu, quoi que ce soit sur ce derby remporté. Est-ce que tu as un dossier toi aussi ou pas? Je vais en trouver un, j'en ai toujours plusieurs. Je suis multicarte. Moi j'en ai un, mais je voudrais pas te le piquer. Vas-y. Oui, la tourtelle twist était tiède. Elle était tiède, c'est un scandale. Tu peux balancer ça, mec. Il faut qu'on parle du très bon match de Melvin Barr, qui est homme du match hier soir. Ouais, mais je préfère entendre les autres le dire, parce que moi je me suis beaucoup essoufflé je suis un peu autant offensivement il a pas tout réussi, ses centres c'était pas bon, c'était compliqué offensivement. Par contre, défensivement, il a rattrapé des situations qui étaient très très mal engagées, où il fait des retours, des anticipations, des tacles, des placements. Je me dis, mais qui est ce joueur? Ce n'était pas le même il y a un an. C'est Roberto Bardos. C'est le mec qui s'enflamme. C'est le micro a saturé, désolé les gars. Je peux dire à Fabrice Moreau de lancer un Roberto Bardos au prochain match à l'Alliance. Non, mais très très bon match de. J'allais dire Roberto Carlos. Mais, très bon match de. Ouais, alors là, par contre, faut se calmer, faut doser. Il a des cheveux, c'est un plaisir de le voir à ce niveau. Je trouve qu'il commence vraiment à avoir confiance en lui. Il a gagné en maturité, même dans sa gestuelle. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était quelqu'un, à chaque fois qu'il était au contact, qu'il subissait une faute ou qu'il provoquait lui une faute à son encontre, il râlait, il se plaignait tout le temps. Il était pas, il y avait beaucoup un body language qui n'était pas toujours très très bon. Et là, pour le coup, je le trouve calme, toujours très calme. Et pourtant, il y a des situations, notamment avec Amin Harit 2-3 fois en rencontre, ou avec, je me souviens plus de son nom, l'attaquant de Southampton là qui a signé chez vous. Ndiaye. 2-3 fois, ils sont partis dans le dos de la défense. Et ben, il est allé, alors que c'est pas le plus rapide. Hein. Il est allé, il s'est battu, il a fait des super interventions. Et franchement, encore une fois, je vais le dire, je le félicite parce que c'est grâce à des joueurs comme ça qui se battent, qui font évoluer leur jeu et qui acceptent la concurrence et qui acceptent les critiques, même si elles ont vraiment pas toujours été très tendres. Je le répète. C'est grâce à des joueurs comme ça que, en fait, il y a une vraie complémentarité en défense. Et aujourd'hui, on disait le quatuor Boulka, Dante, Todibo et Ndeye Chimier, c'est monstrueux. Mais il faut en mettre un cinquième, il faut rajouter Melvin Barr. Parce qu'à tous les matchs, aujourd'hui, tu parles de Melvin Barr. À tous les matchs. Ouais, même sa perte de balle un peu foirée, il revient à la course, il lâche un il revient à la course, il fait un jeu d'épaule. Là, Amin Harit, il manque un peu de vis, donc il provoque pas la faute. Putain, et c'est pas méchant, mais il a eu du cul quand même, parce que Amin Harit, généralement balle au pied. Ouais, là il revient en mode déter, hein, très clairement. Mais tu vois, si Amin Harit joue mieux le coup, il y a un carton rouge. Oui. Alors que pour le coup, tu vois, il joue un peu, Amin Harit, il joue pas le coup à fond, et hop, il récupère le ballon, et il se projette. Le ballon ne lui brûle pas les pieds. Et ça, c'est super agréable. Bravo, franchement, bravo Melvin. On va terminer cette émission.
Ouais, je voudrais terminer cette émission. Voilà, comme ça, pour une fois, c'est pas moi qui parle de Melvin Barr. Alors, on a un peu parlé de tout. Effectivement, on pourrait parler d'Evan Guessant, qu'on a peut-être envie de voir gratter davantage de minutes face à Clermont. Alors, sans Déjà manquer 2 buts pour un remplaçant. Exactement, et sans manquer de respect à Clermont, si tu ne lances pas tes joueurs méritants sur ce genre de rencontre, tu sais pas très bien quand est-ce que tu vas leur donner l'occasion d'avoir plus de temps de jeu. Donc ça pourrait être une solution. Il s'en est bien sorti en tant que titulaire face à Lorient, avec un but d'ailleurs, notamment déjà pour Evan Guessant, le premier de la saison. Je voudrais parler de Marcin Bulka quelques instants, et peut-être pas sur ses performances sportives, puisque un des principaux acteurs de la meilleure défense du championnat, on le sait, mais vraiment, comme tu le disais, Brice, à l'inverse sur Pau Lopez, moi je trouve que Marcin Bulka, c'est un truc tout con pour ceux qui sont en tribune, et notamment en Populaire Sud, puisqu'il a commencé le match de ce côté-là hier soir. Tu vois, il arrive, il s'ambiance tout de suite avec les supporters, et c'est pas pour le côté égo et flatterie de dire regardez, lui il nous tourne pas le dos comme Kasper Schmeichel, où il applaudit avec plus de conviction. C'est vraiment pas cette idée-là, mais en fait tu vois que ça fait partie de son protocole d'avant-match, de venir, de se chauffer, de crier 2-3 fois, d'installer déjà un peu cette dynamique positive, de dire le patron de la surface, c'est moi, vous allez être derrière moi à pousser pour que la cage reste inviolée. Et puis c'est en fait dans la lignée d'une équipe qu'on a l'impression un peu plus en confiance, un peu plus maîtresse d'elle-même, et qui a un peu plus envie de pousser dans le même sens que les équipes qu'on a pu voir ces dernières saisons du côté Nice. Et en plus de ça, des performances sportives sur lesquelles il n'y a pas grand-chose à dire. Et hier soir, il n'a pas non plus 15 arrêts à faire, mais ceux qui ont besoin d'être faits, ils sont faits. Et c'est ce qu'on demande à un gardien, même dans les matchs où ils sont peu sollicités. S'il y a un seul arrêt à faire, il faut le faire, ça peut changer le cours du résultat. Voilà, donc Marcin, qui est désormais aussi international polonais, on espère le garder le plus longtemps possible. Ça a tardé, son intronisation en tant que numéro 1 dans les buts, mais je pense que Francesco Farioli ne s'est pas trompé en le choisissant cette saison. Enfin. Messieurs, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission pour revenir sur cette victoire dans le derby. 4 derbys, 4 victoires en 2023, c'est assez exceptionnel, quelle que soit l'issue de la saison maintenant. D'avoir gagné au Louis II et d'avoir gagné à la maison face à Marseille, c'est quand même un peu les 2 matchs les plus importants pour les supporters niçois. En plus de ça, le reste des résultats suit évidemment. Le Nice, je vous le rappelle, est leader du championnat au moment où on enregistre. Peut-être qu'au moment où vous écouterez, où je publierai cette émission, Monaco sera passé devant, mais en tout cas, ça sera encore une place sur le podium. Prochain match, vendredi prochain, face à Clermont. Clermont, dernier du championnat, aucune victoire cette saison, 2 petits points. Très clairement le genre de match que l'OGC Nice doit gagner et ne pas se faire piéger d'ailleurs, comme tu le rappelles. C'est un peu l'ADN du club. Mais il faut passer au-dessus de ça. Messieurs, merci beaucoup. À très vite. Merci. Et Issa Nissa. Issa Nissa.